Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation sous Processing. Et dans cette troisième vidéo, je vous propose qu'on étudie et qu'on mette en place les tableaux en Java. On va étudier principalement deux types de tableaux. Les premiers tableaux, ce sont les tableaux dits statiques. Ils sont définis au niveau taille, une fois pour toutes, à la construction. La taille ne peut plus changer. Et on verra aussi ensuite les tableaux dynamiques ou ArrayList en Java, dont la taille peut changer au cours du programme. Comment écrit-on ou comment concevoir un tableau statique? Eh bien, la syntaxe ressemble beaucoup à ce que vous avez vu en C. Prenons un exemple. Essayons de créer un tableau statique qui contienne 10 particules. D'accord? Donc là, dans mon programme, je vais faire un petit peu de ménage, j'ai enlevé tout ce qui avait superflu. Pour créer un tableau de type statique, c'est très simple. D'abord, vous stipulez le type de variable qui sera contenu dans votre tableau. Donc si c'est un entier, vous mettez int. Si c'est un flottant, vous écrivez float. Mais ici, on veut faire un particule. Donc on écrit particule. Donc là, vous stipulez le type de variable que va contenir votre tableau. Ensuite, vous stipulez entre crochets l'ordre du système. Donc, est-ce que vous voulez un tableau d'ordre 1, un tableau à 2 dimensions, un tableau à 3 dimensions, un tableau à n dimensions? Eh bien, ceci se fait par les crochets. Donc là, je vais faire un tableau à simple dimension. Donc, je fais crochet ouvert, crochet fermé. Donc, cette syntaxe veut dire que je vais créer un tableau de type particule de dimension 1. Et vous lui donnez un nom. On va l'appeler tab, par exemple. Égal, nul. D'accord? Dans le setup, on va créer maintenant ce fameux tableau. Mais il est habituel, quand on définit une taille de tableau statique, de lui passer une constante. Donc en C, pour créer une constante, vous avez le mot réservé qui s'appelle const. Et bien en Java, il n'y a pas ce mot const. Il y a le mot final. Donc pour créer une constante, donc une variable qui ne peut plus changer au cours du programme, c'est très simple. Vous venez ici, vous tapez le mot réservé final. D'accord? Je ne sais pas écrire. Final, voilà. Ensuite, c'est quel type? C'est de type entier. Et on stipule le nom. En général, quand c'est une constante, on met tout en majuscule. Donc là, je vais mettre NB. Et je mets par exemple 10. Donc je définis une constante via le mot final de type entier et ça vaut 10. Maintenant, je vais pouvoir créer mon tableau qui ne contiendra que 10 valeurs. Donc je vais dans Setup, vous faites Tab, égale, new, donc là ça change un petit peu, on fait un new, qu'est-ce qu'on dit? On dit, là, le tableau qu'on va créer contiendra des particules, donc vous écrivez particules, et entre crochets cette fois, vous stipulez le nombre de particules qu'il y aura. Donc là, ce sera NB. Et vous n'oubliez pas de fermer le crochet et point virgule. Vous avez créé ainsi un tableau statique. Ce tableau, il s'appelle tab. Il contient des particules et il contient 10 particules. Ces particules vont de l'indice 0, commencer, jusqu'à l'indice 9. D'accord? Mais actuellement, les amis, mon tableau, il est entièrement vide. Il n'y a aucune particule qui est présente dans ce tableau. On va remplir ce tableau. Donc, une façon usuelle de remplir un tableau, c'est d'utiliser une boucle for. Et bien, pareil, on va prendre une boucle for. Donc, comment faire une boucle for en Java? Eh bien, d'abord, on met le mot for. Alors, ce qui va changer un petit peu par rapport au C, c'est que on peut créer des variables dans la boucle for. On peut créer des variables, par exemple, de type entier. Je peux faire int, en général, on met l'indice i égale à 0. Donc, je vais parcourir une boucle for. Je crée une variable interne à la boucle for de type entier. Donc, je fais int i égale à 0. Donc, en C, vous aurez été obligé de créer... En C, vous auriez été obligé de faire ça. Vous aurez fait i égale à 0 ici. D'accord? Et vous auriez utilisé la variable que vous aurez créée au préalable. Eh bien, en Java, on n'a pas besoin de créer une variable au préalable. On peut la créer directement lorsqu'on initialise l'indice i égale à 0. Alors, je vais parcourir ce tableau. Donc, il faut que je parcours le i jusqu'à ce qu'il soit plus petit que nb. Point virgule. Et je fais un i++. Donc, je vais incrémenter mon i pour qu'il puisse ensuite aller à la ligne suivante. Que va-t-on mettre? Hop, i++, je ne sais pas écrire, i++, voilà. Alors, que va-t-on mettre dans ce tableau? Eh bien, on va mettre des particules, tout simplement. Alors, c'est-à-dire que le tableau à l'indice 0, c'est une particule. Le tableau à l'indice 1, c'est une particule. Et le tableau à l'indice n, c'est une particule. Il suffit maintenant de parcourir la boucle, c'est ce qu'on est en train de faire, et de dire que tab, entre crochets, à l'indice i,
on ferme le crochet, c'est un quoi? Et bien c'est un new particule. Donc là, je vais utiliser le constructeur par défaut. D'accord? Voilà. Bien, maintenant, on vient de remplir notre tableau de 10 particules. Il faut que ces particules bougent, donc il faut qu'on appelle leur fonction update, il faut que les particules soient affichées à l'écran, il faut qu'on appelle leur fonction de rendu. De même, je viens ici dans le update, et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais itérer sur mon tableau de tab, de particules, je vais itérer pour mettre à jour les particules. Donc, je refais encore une boucle for, de type entier, i égale à 0. Je vais parcourir jusqu'à ce que j'obtienne le nombre de particules, donc NB. Donc attention, c'est commencé, les indices du tableau commencent à 0. D'accord? Donc là, je pars de 0 jusqu'à que i soit plus petit que 10, et j'incrémente le i, bien sûr. Donc là, pour obtenir et pour mettre à jour les particules, il y a deux façons de faire. La première façon, c'est en utilisant des variables cachées. D'accord? Donc on peut faire par exemple tab, entre crochets i. Donc là, en faisant ça, je récupère la particule qui se situe à l'indice i de mon tableau. Et je lui passe ensuite un point, et là, j'appelle la fonction update. D'accord? Donc là, on utilise des variables cachées. Mais on peut utiliser aussi des variables explicites. On peut dire que c'est, on crée une particule, voilà. Cette particule, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'il y a dans tab, crochet, i, point virgule. Donc là, je viens de créer une variable locale à ma boucle for, elle s'appelle petit p, et ce petit p a pour valeur ce qui est contenu dans tab i. Donc quand ça sera 0, ça sera la particule à l'indice 0, puis la particule qui sera à l'indice 1, etc., etc. Il suffit maintenant de faire un p.update. Donc vous choisissez la méthode, soit vous utilisez des variables explicites, ou vous créez des variables implicites. D'accord? Alors l'avantage aussi du Java par rapport au C, c'est qu'il possède une autre boucle for, qu'on appelle une boucle for each. De quoi parle-t-on? Vous allez comprendre. On fait une boucle for each en faisant un for classique, mais par contre, là, en premier argument, on va lui passer le type de variable que l'on utilise. Eh bien, on utilise des particules. Parce que mon tableau possède des particules. D'accord? Vous lui donnez un nom à cette particule particulière, P. Et pour dire à la boucle va itérer sur tout le tableau, vous lui faites deux petits points et vous lui spécifiez en troisième eh bien, le tableau sur lequel il doit itérer. N'oubliez pas de faire point virgule accolade. D'accord? Donc là, j'ai une boucle for, classique, disons. Là, j'ai une boucle for each. Donc il va faire quoi? Il va parcourir le tableau tab. À chaque fois, il va imposer à tab i, à tab indice i, une variable qui s'appelle p de type particule, et maintenant j'ai accès à cette variable p, je peux faire p égale render. Ok? Donc si je ne me suis pas trompé, je dois obtenir 10 particules contenues dans un tableau. Ces particules se mettent à jour dans la boucle update, s'affichent dans la boucle render. Il doit apparaître dans ma fenêtre 10 particules en mouvement. CTRL S, CTRL R. J'ai bien 10 particules en mouvement. Donc vous voyez, la création de tableaux en Java ressemble beaucoup à ce que vous avez vu en C. La subtilité, c'est qu'en plus, on a une boucle for each qu'on n'avait pas dans le langage C. D'accord? Mais le souci, c'est que là, actuellement, si je veux créer par exemple un tableau de 11 particules, je suis obligé de recréer un nouveau tableau. Je ne peux pas augmenter la taille actuelle de mon tableau. Pour cela, il faut que j'utilise un tableau spécial qu'on appelle des array lists. Alors c'est un petit peu spécial, donc soyez très attentifs. On va arrêter ça. Ici, on avait créé un tableau statique, et bien on va créer maintenant un array list. Un array list. Vous commencez à taper array avec deux R, list. D'accord? Donc si vous ne savez pas écrire, vous faites ça. Il vous dit, tiens, je connais ce mot-là, il s'appelle array list. Bien. Alors, ce qui est spécial, donc array list, c'est un objet qui va pouvoir augmenter et diminuer en taille au cours du programme. D'accord? Vous devez stipuler à cet array list le type de variable qui va être contenu. Et bien pour ce faire, il faut le mettre entre chevrons, comme cela. Donc vous spécifiez entre chevrons le type de variable qui est contenu. Est-ce que c'est des flottants? Est-ce que c'est des entiers? D'accord? Et nous, non. Nous, c'est des particules. D'accord? Et vous lui donnez un nom. Donc là, vous l'appelez par exemple plist.
égale nul. D'accord? On va maintenant, comme on a fait au préalable, créer cet ArrayList. Donc je viens ici dans le Setup. Ici, je vais créer mon tableau statique. Et maintenant, je vais créer mon ArrayList. Donc je fais plist. C'est quoi? C'est un nouveau, donc new, ArrayList. On redéfinit, avec un grand A et non pas un petit A. Donc on lui stipule encore une fois entre chevrons la particule, donc le type de variable qui sera contenu dans votre ArrayList. Et surtout, vous n'oubliez pas à la fin de fermer et d'ouvrir les parenthèses. Je viens de créer un tableau dynamique qu'on appelle des ArrayList en Java, et ce tableau contiendra des particules. Mais c'est comme tout à l'heure, les amis, ce plist ne contient pour l'instant aucune particule. Il faut maintenant le remplir, ce tableau dynamique. Et bien pour le remplir, autant au préalable, il fallait faire tab i égale new, et bien là, on fait un petit peu différent. On va faire un plist, donc on prend le tableau dynamique, point, et vous voyez, il me propose plein de méthodes usuelles. Et bien la première méthode qui arrive en haut, c'est le add. Donc là, je vais dire, ajoute à ma plist un quoi? Eh bien, un new particule. Et je vais lui stipuler directement où je veux qu'il apparaisse. Je veux qu'elle apparaisse à 50 pixels en X et 50 pixels en Y. Je reprends les amis. Dans cette ligne-ci, on vient de créer un plist, donc un objet dynamique dont la taille va pouvoir évoluer dans le temps. D'accord? Donc vous voyez ici, à aucun moment je stipule la taille de ma liste. Ensuite, il faut que je remplisse cette liste. Donc soit on fait une boucle for comme on a fait au préalable, soit vous mettez les éléments au cours du temps. Donc là, par exemple, là, je mets un premier élément, je fais plist égale à new particule, et je le mets à 50-50. Alors on met un deuxième, je fais plist, .add, et là je fais un new particule, et je vais le mettre, je sais pas, je le mets à 200, 200. Voilà. Ok. Donc maintenant j'ai un tableau dynamique qui s'appelle plist qui contient 2 particules, mais il peut en contenir autant que vous voulez. D'accord? De même, il faut que je mette à jour mes particules, et il faut que je mette à jour le rendu à l'écran. Et bien de même, je remonte en haut ici. Donc j'avais fait une boucle for pour mettre à jour mes particules par rapport au tableau statique, et bien je vais refaire à nouveau une boucle for pour maintenant mon tableau dynamique. Donc je vais faire un for, bon, je vais changer un petit peu les indices, j égale à 0, j plus petit que... Ah oui, mais là, il faut que j'obtienne la taille de mon plist, de mon ArrayList, d'accord? Eh bien, il y a une méthode qui va vous donner la taille de l'ArrayList. Comment fait-on? Vous écrivez donc l'objet qui s'appelle plist, point, et la méthode, si vous cherchez dans les indices qui sont en bas, c'est size. Donc attention, c'est une fonction, n'oubliez pas les points, les parenthèses. Donc grâce à cette fonction plist.size, j'obtiens à l'instant donné la taille de ma plist ou de mon ArrayList. J'oublie pas de faire des j++. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, soit on travaille de façon explicite ou implicite. Là, on va faire explicite, ce sera plus simple pour vous. Donc je crée une variable locale de type particule. Je l'appelle petit p, pourquoi pas. Et comment obtenir la particule, un indice j. Donc j va de 0 ici jusqu'à 1 parce qu'on a 2 particules dans la plist. Et bien de même, on a une fonction, une méthode de plist, donc des ArrayList, qui vous donne la variable contenue à l'indice i ou l'indice j, c'est la fonction get. Il suffit de faire plist.get, vous voyez ici, fonction get, et vous lui spécifiez dans la parenthèse l'indice que vous voulez. Donc là, je voudrais, par exemple, en 0, je veux la particule en 0, et puis je voudrais la particule en 1, et puis etc. Et bien maintenant que j'ai la particule P, il suffit que j'appelle la fonction update en lui passant le dt qui va bien. Voilà. Donc là, j'ai parcouru, j'ai itéré, si vous préférez, sur mon ArrayList, de 0 jusqu'à le nombre contenu de particules, et je mets ici, dans ma variable P, je récupère l'objet get à l'indice i de plist, donc je récupère la particule en début en 0, et puis en 1, etc., et je le mets à jour. Mais je peux également utiliser la boucle for each. Donc c'est vous qui décidez. Soit vous faites des boucles for, classiques, disons, soit vous faites des for each. Par exemple, si je veux mettre à jour ma particule,
à partir de plist, je peux faire encore une boucle for each. Pour ça, je fais un for, ici. Je crée particule parce que ma playlist contient des particules. Je l'appelle P, pourquoi pas. Et deux petits points, vous stipulez quel est l'objet tableau qu'on doit itérer. Et bien l'objet tableau s'appelle playlist. Donc ce qui est bien avec la méthode for each, c'est qu'elle est générique. Vous voyez, on n'est pas censé savoir que c'est un tableau statique ou un tableau dynamique. On parcourt un tableau, soit il est statique, soit il est dynamique, mais c'est toujours la même méthode. Donc c'est très 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 intéressant comme fonction qu'on va utiliser assez souvent. Et bien là, je ferai un P render. Ok les gars? Donc CTRL S, CTRL R. Alors on voit pas bien parce que tout est un peu de même couleur, mais faites-moi confiance, vous avez ici les deux particules qui sont dans l'array-list, et tout ce talma de particules ici, c'est des particules qui sont dans mon tableau statique. Donc on peut créer des tableaux statiques de 1, 2, 3, n dimensions, on peut créer des tableaux dynamiques qui peuvent elles-mêmes contenir d'autres tableaux dynamiques. Donc on peut aller beaucoup plus loin, d'accord ? Quand on fait de la programmation orientée objet, que ce soit en Java ou dans d'autres langages de programmation, il y a un concept qui est très important et qu'on utilise très souvent, qui est la notion d'héritage. Alors pour ne pas faire trop de théorie, nous allons faire un exemple et je vous invite à aller sur le net, sur YouTube ou d'autres plateformes pour voir ce que c'est que cette notion d'héritage. Pour l'instant, on a des particules, mais ces particules n'ont qu'une seule forme. Elles ont une seule forme, disons elliptique, en ellipse. Imaginons qu'on veuille bâtir des particules, mais de forme rectangulaire. On pourrait se dire, eh bien, on va créer une nouvelle classe qui s'appelle bloc, par exemple, et on va définir son constructeur, ses attributs pour dessiner, pour se bouger. Mais regardons ce qu'il y a en commun entre les particules de type bloc ou les particules de type cercle. Elles ont toutes les deux des vecteurs pour les positionner, elles ont toutes les deux des vitesses, elles ont toutes les deux donc des méthodes de update, et la seule différence, elle doit s'afficher à l'écran, et la seule différence c'est que l'une, il faudra dessiner un rectangle, et l'autre, il faudra dessiner un cercle. Donc on ne va pas créer directement en partant de rien la classe bloc. On va dire que bloc, c'est une particule un peu spéciale. On dit que bloc va hériter, d'accord, va hériter de particules. Bloc contiendra la position, bloc contiendra une vitesse, bloc contiendra un update, bloc contiendra également une méthode render. D'accord? Alors, mettons ceci en place. Nous venons ici à nouveau tab, new tab, et on va créer une nouvelle classe, évidemment. On va l'appeler bloc. Ok. Donc là, je vais écrire classe. On l'appelle bloc. Voilà, là pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. On va créer une classe classique. Mais, je vous disais, cette classe bloc, elle a une particularité, c'est qu'elle va hériter de particules. D'accord? Donc, en fait, particule, c'est le papa ou la maman de bloc. Pour dire au compilateur que bloc est une classe qui hérite de particules, il faut le stipuler par des mots réservés que sont extends. Et vous stipulez de quel extends on vient de particules. De fait, maintenant, précisément, bloc possède toutes les méthodes de particules et bloc possède tous les attributs de particules. D'accord? Bien. Mais ce bloc peut également posséder ses propres méthodes et ses propres attributs. Par exemple, pour dessiner le bloc, on aura besoin sûrement d'une largeur et d'une longueur. De fait, dans la classe bloc, je vais définir deux attributs qui sont spécifiquement dédiés à lui. Donc je vais faire un private, je vais mettre en flottant, voilà, et je vais appeler, je ne sais pas écrire aujourd'hui, float, on va l'appeler W. Hein, pour largeur, private, float, on va l'appeler H pour la hauteur. Voilà, donc je viens de stipuler deux attributs, privés encore une fois, pour bloc. Attention, le particule ne contient pas H et W. S'il n'y a que bloc, parce que bloc hérite de particules. D'accord? Mais il faudra également construire des blocs. Donc il faut faire des constructeurs. Alors le constructeur, le premier qu'on va faire, c'est un constructeur par défaut. Voilà, on va construire un bloc par défaut. C'est-à-dire qu'on va lui positionner en X
moitié de l'écran, en Y moitié de l'écran, et on va donner des largeurs et des hauteurs spécifiques et une couleur spécifique. On va également stipuler un certain bloc. Donc on va dire qu'un bloc, ça peut être construit en lui donnant, en lui passant des flottants d'opposition, en lui passant des flottants d'opposition X, d'opposition Y, en lui plaçant des flottants de largeur ou de hauteur. Voilà, donc on pourrait ainsi faire plusieurs constructeurs. On va déjà en faire deux. Donc je vais construire un bloc avec un constructeur, disons par défaut. Je mettrai ce bloc qui est une particule, hein. N'oubliez pas que bloc est hérite de particules, donc on peut dire que le bloc est une particule. Mais c'est une particule rectangulaire. Donc ce bloc sera par défaut au milieu de l'écran, et sinon on précise où on veut qu'il soit, et quelle largeur et quelle hauteur on désire. D'accord? Bien. On regardera un petit peu plus tard comment construire les deux blocs. Regardons maintenant au niveau méthode. Il faut qu'on fasse bouger le bloc. Donc il faudra une méthode void update, et on attendra bien sûr le temps qui passe pour qu'il puisse ensuite s'ajuster. Il faudra dessiner également le bloc à l'écran. Donc il faudra une fonction render. Bien. Donc je reprends les amis. Bloc hérite de particules. Donc bloc, quand on va le construire, il aura à demeure, là on ne le voit pas, mais il est par héritage, il possédera le vecteur position, le vecteur vitesse, la couleur C, etc. etc. D'accord? Il aura aussi accès à la méthode update et la méthode render. Bien, on va commencer par le plus simple, on va faire directement la méthode render. Pour dessiner le rectangle, on va stipuler une couleur de fond, je sais pas, on va mettre une couleur blanche par exemple. Ouais. On va mettre une couleur blanche. No stroke, donc je veux pas de contour. Et pour dessiner un rectangle, quand on ne sait pas, on fait quoi? On va dans Tools, Reference Tools, et là, le mot, je vais mettre ça, vous verrez mieux, le mot qu'il faut taper, c'est rect. Ici. Donc rect, ça me permet de dessiner un rectangle de plusieurs façons. Plus on met d'arguments, plus on vient stipuler un rectangle bien précis. D'accord? Donc là, on va rester simple. Les rectangles, c'est de type corner, donc ils sont définis avec le point en haut à gauche. Je vais lui passer les 4 paramètres, le X, le Y, donc la position X, la position Y, la largeur et la hauteur. D'accord? Mais vous allez me dire, mais on n'a pas la position X, la position Y. Ah ah! Alors, on attend un petit peu aussi pour le rect. Donc pour l'instant, rect, on va laisser comme ça. On va construire maintenant notre bloc. Mais notre bloc, ce n'est qu'une particule. Donc pour construire un bloc, il faut que d'abord je construise une particule. Parce que le bloc, pour qu'il possède les attributs de particule, doit être une particule. Alors comment construire l'objet dont il hérite? Eh bien de même, il y a un mot réservé qui est super, la superclasse. Donc quand je veux construire une particule par défaut, qui est bloc, il suffit que je fasse super, comme ceci. En faisant super, il va appeler le constructeur de la particule. Il va faire ceci. Donc il va remplacer ici le mot super, donc dans la fonction super. Quand il voit super, il dit ah, il faut que je cherche dans la fonction, dans l'objet particule dont il hérite, le constructeur par défaut. Donc il va faire ça. Il va faire ces opérations-ci. C'est-à-dire qu'il va mettre en place la position, il va mettre en place la vitesse, il va définir le radian, ou le radius. Bon, là, on n'en a pas besoin, mais bon, par défaut, il aura un. En fait, le bloc possède également un rayon et la couleur C. Mais nous, au bloc, on a défini encore deux petites choses en plus, que sont la largeur et la hauteur. Alors, j'aurais pu utiliser le radius pour faire un carré, donc dire que la hauteur et la largeur, c'est 2 fois le rayon, d'accord? Mais là, on reste générique, on peut faire des blocs rectangulaires. Donc, attention, ce mot est très très important. La première fois que vous construisez un bloc par héritage, la première fonction qui doit être appelée, c'est la fonction super. Il faut d'abord construire l'objet dont il hérite. C'est très très important. Si je veux construire un bloc avec ces arguments-ci, il faut d'abord que je crée une particule, dont les ici à particules. Donc je vais utiliser, vous avez compris, cette construction ici. Donc je vais passer aux arguments x, je vais passer l'argument y. Comment faire? Vous venez ici, vous faites super,
et vous lui spécifiez à l'intérieur de super les arguments pour construire une particule par rapport au x et y. Donc vous lui passez le xp, vous lui passez le yp, point virgule. Il vient de construire une particule via cette méthode-ci. En fait, il va appeler cette méthode-là et va construire ceci. Donc il va positionner la position en x et y que vous avez passé en x, y, mais vous l'avez passé ici dans le super. Super comme super classe. Donc la classe au-dessus, la classe père ou la classe mère. D'accord? Et on peut aussi avoir le setColor, on peut avoir le getPosition parce qu'ils sont publics. D'accord? Alors, dans le update, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois dire à la position de se mettre à jour par rapport aux vitesses. On pourrait définir ici de nouvelles vitesses. On pourrait faire ceci, on pourrait faire vitesse, point x égale random, etc., etc. Mais on va aller plus vite, on va dire, ben, tu vas appeler la méthode update de la classe père ou la classe mère. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc la classe mère ou la classe père, c'est le synonyme de super. Point. Et là, je vais appeler une méthode qui appartient à particule, et cette méthode s'appelle update. Donc je fais ici super.update, et je lui passe l'argument dt que je reçois ici en argument. D'accord? Donc je viens de construire un bloc, soit de façon default, soit en y passant le x, le y, et quand j'aurai besoin de mettre à jour mon bloc, je peux tout à fait changer la vitesse ici par rapport à ce qu'il y avait défini au préalable, mais ici je vais utiliser la fonction, disons, basique de particules pour se mettre à jour. Alors maintenant, comment récupérer la position x de mon bloc, qui est contenu dans sa classe mère? Eh bien, c'est là où vont intervenir les getters et les setters. Vous vous souvenez de ma fonction ici, getPosition, qui renvoyait un p-vecteur, qui disait où se situait la particule au niveau x et y? Eh bien, de fait, comme bloc hérite de particules, il hérite également de cette fonction getPosition. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, eh bien, tu vas dessiner le rectangle à la getPosition. Donc là, je reçois un vecteur .x. D'accord? Tu vas te dessiner, donc je fais getPosition. Je ne sais pas écrire, position, fermez la parenthèse, .y. Donc grâce à getPosition, je récupère un vecteur. Ce vecteur, je extrais uniquement la variable x. Dans ce vecteur-là, je vais extraire uniquement la variable y. Et qu'est-ce que je lui passe? Ben, je lui passe la hauteur et je lui passe la largeur que j'avais définie au préalable. D'accord? Donc ici, le problème, c'est que pour l'instant, h et w n'existent pas. Que va-t-on faire? Il faut que dans la construction par défaut, il faut que je définisse le w. Donc par exemple, par défaut, le w, il vaudra 10 pixels. Et la hauteur vaudra 10 pixels. D'accord? Donc parce que la classe particule ne possède pas les arguments W et H. Donc WH n'appartiennent qu'à bloc. Donc à la construction de l'objet bloc par défaut, on crée une particule par défaut, mais il faut également définir les paramètres par défaut de W et de H. De même, ici, il faut que je mette maintenant à jour mes variables W et H par rapport à ce que je reçois ici en argument. Donc W égale WP, ici, et H égale HP. Et maintenant, il est capable de retrouver le H et le W, car on les a construits soit ici, soit ici. D'accord? CTRL S. J'ai donc une classe très très simple, vous voyez, quasiment rien dedans, grâce à ce mot magique qui est le extend, héritage. Je récupère par héritage les données, attributs et méthodes de particules. D'accord? Alors on va utiliser cette classe bloc. On va faire simple, on va créer un bloc. D'accord? Donc j'appelle une fonction bloc, on l'appelle petit b. Pour l'instant, on dit que c'est un vecteur nul. Et dans le setup, on va créer ce bloc. Alors, on va créer un bloc, on va créer deux blocs. On va créer un bloc par défaut. Donc je vais faire B1, on va l'appeler par défaut. Et on va créer un deuxième bloc. Celui-là, on le mettra à la position désirée. Voilà, donc je crée deux objets de type bloc, B1 et B2. Et maintenant, je vais créer ces B1 et B2. Donc B1,
c'est quoi? C'est un nouveau bloc. Mais je pourrais également dire que c'est une nouvelle particule, parce que bloc et particule, ce sont deux choses synonymes. Donc bloc alors, par défaut, donc là c'est un bloc par défaut, d'accord? Et B2, on va dire que c'est un bloc, on va le mettre comme d'habitude en 100, bon, 50, 50. Voilà, donc et il faut que je lui passe aussi la largeur, la hauteur. Hein, vous n'oubliez pas que je suis en train de remplir ce constructeur-ci. Donc là, on va mettre, bon, je vais en mettre 20 pixels en largeur et 40 pixels en hauteur, vous verrez bien comme ça. Voilà, je viens de créer mes deux blocs. B1 par défaut, donc il sera au centre de l'écran, et B2 par défaut. Alors attention, il ne sera pas forcément au centre de l'écran, parce que l'ellipse, elle est de type center au niveau mode, donc le point XY c'est le centre. Par contre, le rectangle, il est de type corner, par défaut. On peut aussi lui définir de type center, donc là de fait, il sera défini par rapport au centre du rectangle. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, maintenant, dans ma fonction update, eh bien, je vais appeler l'update pour B1 et l'update pour B2. Donc B1.update. Et je lui passe le temps qui passe. Je vais faire de même, B2.update et je lui passe le DT. Il faut que j'affiche les B1 et B2 à l'écran, pas de souci. B1.render et B2.render. Si je ne me suis pas trompé, en lançant le programme, je dois obtenir deux particules particulières que sont des blocs. Ces blocs vont se placer à des endroits qu'on a décidés en fonction du constructeur. Ils vont bouger, parce qu'on a défini les vitesses X et Y, et ils vont s'afficher à l'écran. Regardons ceci. CTRL S, CTRL R. J'obtiens deux rectangles de couleur blanche qui se déplacent à l'écran. Un par défaut, donc avec les dimensions données ici par défaut, et ici un par position X, Y avec des largeurs stipulées de 20 pixels en largeur et 40 pixels en hauteur. D'accord? Donc l'héritage, c'est quelque chose de très important en programmation objet. Donc je sais, j'ai été un petit peu trop vite. C'est des concepts qui sont pas faciles à expliquer en peu de temps. Donc là, je vous invite surtout à aller sur Internet, de récupérer des vidéos en français ou en anglais qui vous détailleront un peu plus cet aspect d'héritage pour les objets en Java, la notion d'héritage existe dans d'autres langages de programmation. Lorsqu'on dit orienté objet, il y a forcément une notion d'héritage qui apparaît à côté. D'accord? Merci pour votre écoute et à très bientôt.